pourrais te donner une application dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as à l'origine aussi de la blockchain, et après, encore une fois, on va revenir sur la monnaie, il y a cette idée un peu libertarienne de décentralisation aussi d'un certain nombre de processus qui aujourd'hui sont centralisés justement via des tiers de confiance. Et que c'est ça aussi, cette idée qui alors que on va voir aussi comment c'est en train d'évoluer, mais est-ce que c'est toujours au fondement de ce que tu vois émerger? Alors oui, on voit que c'est les valeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin, bien que technologiquement il y a plein de blockchains qui fassent au moins aussi bien son travail, mais Bitcoin reste numéro un pour moi pour deux raisons. Premièrement, c'est le plus immuable, car c'est le plus gros, c'est le plus solide. Et c'est devenu une boule de neige inarrêtable en quelque sorte. Il a un meilleur temps d'uptime, donc temps de fonctionnement, que Google sur les 12 dernières années. Donc c'est assez affolant. Bitcoin est vraiment une bonne preuve de ça et surtout il incarne les valeurs. À la base en 2008, c'est lors de la crise des subprimes. Donc qu'est-ce que c'est la crise des subprimes? C'est un abus des banques qui s'est un peu généralisé dans le monde entier et les gouvernements n'avaient que deux décisions. Soit elles laissaient les banques faire faillite, mais à ce moment-là, autant dire que les banques coulaient avec l'argent des particuliers, hein. Et puis bon, si on passe un coup de fil en mode tout l'argent que vous avez chez nous, vous l'avez plus, au revoir, il y a des familles qui ne s'en seraient pas relevées. Soit les gouvernements allaient décider de renflouer les banques. Avec quel argent? Bien entendu, l'argent des contribuables. Et donc il y a quelqu'un qui s'est dit, mais en fait on est perdant ou perdant dans cette histoire. Pourquoi? Parce que tant qu'on continuera à faire confiance à des êtres humains, on s'exposera aux failles de l'être humain. Ça, c'est aussi simple que bonjour. On n'a pas le choix. Tant qu'on fait confiance à des tiers, ces tiers peuvent abuser. Et quand ce sont les banques, qui sont quand même des tiers qui sont normalement censés représenter beaucoup de rigueur et beaucoup de stabilité, si c'est elles qui abusent et que les gouvernements n'ont tellement pas de solution que de les renflouer, on est dans un système où on s'en sortira jamais. Et du coup, ce Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui est derrière, hein, c'est peut-être un groupe de personnes, c'est peut-être juste une entité, eh bien cette personne, ce groupe, dit mais qu'est-ce qui se passe si demain on peut plus communiquer? Et on parle pas que d'argent. On parle si on peut plus rien s'échanger avec de la confiance. On peut pas retourner au troc aujourd'hui en 2021. Un électricien peut pas échanger de l'électricité ou de la compétence de raccordement contre du pain à un boulanger. Et encore, c'est l'une des multiples problèmes qui se présenteraient. Il y a plein d'autres issues. Mais il y a quelqu'un qui se dit, il nous faut une technologie aujourd'hui. L'humanité est trop avancée pour ne pas avoir une technologie qui nous permet d'échanger de particulier à particulier, de pair à pair, en peer-to-peer, comme on dit, de s'échanger quelque chose de façon totalement immuable, inarrêtable, et sans aucune banque, aucun organisme supérieur puisse nous bloquer, nous geler, nous interdire cet accès, cette communication et cet échange entre nous. Et ils ont commencé à bosser sur un white paper, donc un papier blanc. C'est un peu, on va dire, le fondement de tout projet dans la blockchain. On dit qu'il y a le white paper du projet. Et le white paper du Bitcoin s'appelait à l'origine Electronic Cash to Peer, Peer-to-Peer Electronic Cash System. En gros, c'est vraiment un moyen d'échanger du cash électronique entre particuliers. C'était le premier concept qui a évolué en Bitcoin, bit 0, 1, les octets, quoi. On est revenu à ça, puis la monnaie d'Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas, comme tu dis, qui est à l'origine de ça. On ne sait toujours pas. Tout à fait. Et que ça fait aussi qu'il y a tout ce mystère en fait qui est autour de et qui fait que c'est un phénomène qui a été très incompris et qui est toujours très incompris par le grand public en fait, y compris par les médias qui en parlent. Est-ce que pourquoi on parle bien plus, tu l'as dit, c'est l'origine en fait des crypto-monnaies, mais pourquoi on parle toujours bien plus du Bitcoin que des autres? Qu'est-ce qui le caractérise et qui en fait en quelque sorte l'étalon des autres crypto-monnaies qu'on appelle aussi altcoin et qui fait qu'il est si particulier? Alors, je pense qu'on pourrait donner plein de réponses différentes à cette question. Mais ce qui fait qu'il, pour moi, il est conservé par tout le monde, et même ceux qui ont créé une blockchain qu'ils considèrent comme plus performante que Bitcoin, selon leurs critères, même ces gens-là conservent du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui est vraiment immuable de par sa taille. Il y a encore beaucoup d'expérimentation, il y a encore beaucoup d'avancées, mais le Bitcoin, lui, ça fait 12 ans, il tourne, il marche. Ok, des fois les frais sont chers parce que le réseau est surchargé. Ok, on doit des fois utiliser des surcouches logicielles pour le rendre encore plus scalable et utilisable. Mais en attendant, il tourne, il fonctionne et jamais personne n'a mis la main dessus. Et même quand des gens auraient pu, de par leur puissance informatique, parce que ça c'est encore tout un autre sujet, mais auraient pu, parce qu'ils avaient suffisamment de mineurs, prendre le contrôle du réseau, ces personnes-là elles-mêmes ont été montrées du doigt,
parce que c'est un réseau qui est transparent, et ces personnes elles-mêmes ont diminué leur capacité à contrôler le Bitcoin pour que ça reste totalement autonome. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que déjà, ce système, même si quelqu'un arrivait un jour à en abuser, on pourrait le voir. Car même s'il a toujours été immuable jusqu'à présent, même s'il ne l'était plus, on pourrait le voir. Et donc, on n'aurait plus confiance en lui, et donc, il perdrait sa valeur. Et donc, Bitcoin, c'est celui qui n'a jamais fait de petits détours. Et la seule fois où il a eu un bug vraiment mortel, c'est la communauté qui s'en est rendu compte, c'est la communauté qui l'a réglé, c'est la communauté qui est revenue en arrière pour le corriger et qu'il puisse continuer son fil. Donc, en plus, il a prouvé une résilience aux problèmes, parce que, comme toute technologie, il peut rencontrer des problèmes. Quand il y en a eu, c'est sa communauté qu'il a développée, qu'il a rendu plus scalable et qu'il a amélioré. Comme si c'était vraiment il était en autopilote et ça arrange bien tout le monde parce que c'est sa valeur qu'il soit en autopilote et qu'il se contrôle sans que personne ne le gouverne. C'est ça, donc ça n'appartient à personne, on ne sait pas qui l'a créé, mais en fait c'est quelqu'un qui a bien travaillé, qui n'a plus le pouvoir dessus finalement, puisque ça n'appartient pas à un petit groupe qui aurait son contrôle ou qui aurait le code de départ et qui pourrait en faire quoi que ce soit. Tout à fait. Et ça a été conçu comme ça, justement, avec cette idée, tu l'as très bien expliqué aussi, de créer quelque chose qui soit inviolable et qui ne puisse pas être manipulable, qui soit pas hackable, etc. Et c'est aussi pour ça que certains comparent le Bitcoin à une valeur refuge, comme pourrait l'être l'or, dans laquelle on place de la confiance, qui d'ailleurs n'est pas forcément quelque chose de tangible non plus. Mais dont le stock disponible quelque part n'est pas contrôlé ou contrôlable par un État ou l'institution. Est-ce que tu peux expliquer cette idée de valeur refuge qui peut être quelque part contre-intuitive quand on pense à un asset virtuel? On se dit mais ça n'existe pas finalement, alors que l'or je peux le toucher. Enfin, tu vois, rien. Alors, il y a déjà quelque chose à comprendre. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition. Pour beaucoup, c'est une valeur refuge, mais pour beaucoup, une valeur refuge, c'est pas une valeur sur laquelle il y a beaucoup de volatilité et sur laquelle il y a beaucoup de spéculation. Et c'est le cas de Bitcoin. Bitcoin est jeune, il y a peu de volume. La crypto-monnaie en général, toutes les crypto-monnaies réunies, c'est à peu près 1 milliard de dollars. Enfin, 1000 milliards de dollars, excusez-moi. Ouais, 1 trilliard. Ouais. Il y a à peu près 1 trilliard. Il y a un an et demi, on était descendu à 300 milliards. Donc, on en était loin. Et donc, forcément, quoi qu'on fasse, si quelqu'un, un riche milliardaire, vient et achète 20 milliards de Bitcoin là, maintenant, tout de suite, il va faire exploser le prix. Tout comme quelqu'un qui vient et qui en vend une grosse quantité va faire baisser le prix méchamment. Et rien que pour ça, beaucoup de gens disent que ce n'est pas une valeur refuge pour le moment. Et je le comprends. Parce que c'est vrai que la valeur refuge, même l'or qui peut quand même swinguer à certains moments, c'est des valeurs qui sont connues pour ne pas perdre 40% de leur valeur en une journée. Ça pourrait être le cas de Bitcoin, mais simplement parce qu'il est jeune. Pour moi, Bitcoin peut devenir, même en accordant tout le monde, là je veux dire, la valeur refuge. Même si pour certains, et notamment les technophiles, on le voit devenir. Car ce sont ces valeurs qui font qu'ils se prononcent comme proposant un plan B inarrêtable et immuable en fait. Et si tout s'arrête autour de nous, si tout se ferme, si on nous donne plus le droit de payer, plus le droit d'avoir, plus le droit de conserver notre valeur, Bitcoin, lui, sera notre dernier garant. Et c'est ça qui est incroyable. Alors, ouais, tu peux développer un petit peu. Tout à fait. Pourquoi, ouais. Alors, pourquoi valeur refuge aussi? Parce qu'il est limité. L'or, c'est pas un métal très résistant. Ok, c'est beau, on en fait des bijoux, il est précieux, d'accord? Il y a une quantité d'or qui est limitée sur la planète, mais on n'a jamais vu une armure en or. Autant avoir un bon Kevlar sur soi ou un bon métal qui est beaucoup moins cher mais qui est beaucoup plus résistant. L'or, c'est vraiment sa rareté. Le fait qu'on sait qu'il est unique, on sait qu'il est précieux, et c'est pour ça qu'on en veut, en quelque sorte. On sait que personne, aucune banque, aucun système ne va pouvoir d'un coup diviser par 1000 le prix de l'or. Parce que c'est le métal qui en lui-même, sur notre planète, est précieux. Eh bien, le Bitcoin lui-même a une quantité qui est limitée. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions en circulation. Jamais. Ça suit une règle mathématique qui était très simple. Il y avait au début 50 nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes. Ces nouveaux bitcoins étaient distribués, en plus des frais de transaction, aux fameux mineurs qui sécurisaient les échanges des monsieur, vous et moi en quelque sorte. Nos différents échanges à nous, en plus des commissions, on avait ces nouveaux bitcoins qui étaient générés. 4 ans après, on est passé à 25 au lieu de 50 toutes les 10 minutes, puis ensuite 12,5, et là on est à 12,5 divisé par 2, 6,75 si je dis pas de bêtises. Alors, je te coupe peut-être pour faire une toute petite digression sur les mineurs. Bien sûr. Pour nous dire ce que c'est en fait, ce sont ceux qui... D'ailleurs j'aime bien le mot mineur parce que ça dit bien ce que c'est, c'est-à-dire qu'on travaille pour extraire du Bitcoin en faisant tourner des machines.
Tout à fait. C'est le nom qu'on leur a donné justement par rapport à l'or au départ. Un mineur de crypto-monnaie, c'est un ordinateur. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un ordinateur très spécialisé avec des caractéristiques particulières. Ne pensez pas que vous pouvez le faire avec votre ordinateur portable, en tout cas pas sur Bitcoin. Et c'est un ordinateur qui va travailler, faire des calculs pour sécuriser la blockchain. En gros, c'est lui qui va garantir, lui et le calcul de tous les autres. Je peux rentrer un peu dans le détail, mais il va nous falloir un bon 10 Non, minutes non, si je veux non, ouais. expliquer vraiment comment ça marche. Mais pour rester très large, ce sont les mineurs de crypto-monnaie qui fournissent la puissance de calcul nécessaire au réseau pour garantir son intégrité et être bien sûr et certain que personne ne le dirige et personne ne prenne l'ascendant sur les transactions. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un prendrait le contrôle de ce système, ben, il pourrait en gros dire que le Bitcoin qu'il a envoyé à Monsieur B est resté dans son portefeuille même s'il l'a envoyé. C'est ce qu'on appelle la double dépense. Et c'est ce qui fait très très peur dans le monde du Bitcoin. Le seul moyen d'en arriver là, ce serait de prendre 51% de la puissance du réseau et de la contrôler. C'est quasiment et techniquement irréalisable aujourd'hui. Même pour Facebook, Twitter et Amazon ensemble, ils ne pourraient pas avoir 51% du réseau Bitcoin. Et c'est pour ça que la taille du Bitcoin est aussi importante. Aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment immuable, alors que dans